Cette semaine, Marc fait des tutos. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. Pierre fait des gâteaux. Mon métier de pâtissier est un métier de création. Alex fait du judo. Et moi, je fais le ménage. Message de service, si vous n'avez pas le temps de regarder cette vidéo en couleur, vous pouvez désormais l'écouter en podcast sur SoundCloud ou sur iTunes. C'est Fast Company qui a inauguré la semaine en publiant la liste des idées qui vont peut-être, sans doute, éventuellement, un jour, changer le monde et qui ont été identifiées dans le cadre de son concours The World Changing Ideas 2018. Tout de suite, ça va mieux en le disant en anglais. Parmi les 1400 idées qui ont été proposées à Fast Company, 12 idées ont été honorifiquement récompensées. Je commence avec la catégorie Excellence globale, avec Empathico, qui est un système de visioconférence qui permet à des classes du monde entier de se connecter pour faire des devoirs ensemble, malgré la distance et les différences de langue. Dans la catégorie Advertising, vous avez The Humanium Metal Initiative, qui est une campagne pro bono de 2 agences suédoises qui travaillent sur l'idée de récupérer le métal des armes confisquées pour les fondre et les transformer en quelque chose qui soit utile pour les communautés qui ont été victimes de violences. Le projet qui a été lancé au San Salvador où 5000 armes ont permis de récupérer 3 tonnes de métaux est désormais déployé au Guatemala et bientôt au Honduras et en Colombie. Ce sont ainsi 3 millions de dollars qui ont été récoltés. Dans la catégorie application mobile, le vainqueur est Grey Matters. Notez le jeu de mots. Il s'agit d'une application pour iPad qui transforme les photos et musiques de personnes atteintes de sénilité ou d'Alzheimer en histoire pour les aider à accéder à leurs souvenirs et servir de moyen d'interaction avec leur entourage. Dans la catégorie produits de consommation, c'est Help Us Green qui a été honoré. Il s'agit de l'initiative de 2 Indiens qui recyclent les tonnes de fleurs qui sont laissées dans les temples et dans les mosquées avant qu'elles ne soient jetées dans le Gange et avant donc que les pesticides contenus dans ces fleurs ne s'ajoutent à la pollution du Gange. Les fleurs sont transformées en encens, savon et éco-emballage en donnant en même temps du travail aux femmes des castes inférieures. Dans la catégorie énergie, c'est ET1 qui a été sélectionné. Il s'agit d'un camion 100% électrique destiné à des transports locaux. Donc c'est un camion qui pourrait être utilisé pour les malaxeurs, le ramassage des déchets ou les transports locaux. Il peut déplacer 40 tonnes sur 300 km et être rechargé en 90 minutes. Dans la catégorie transport, c'est encore de l'électrique qui a été récompensé avec la société Evation qui propose un avion électrique qui devrait voler à partir de 2021. Dans la catégorie santé, c'est l'IA qui a été récompensé. Il s'agit d'un test de grossesse biodégradable et qui donc peut être jeté dans les toilettes. Dommage pour certaines youtubeuses. It's a no. L'événement de la semaine, c'est bien sûr le passage de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, devant plusieurs comités sénatoriaux, la justice et le commerce, pour s'expliquer sur la série de scandales qui touchent l'entreprise depuis 2016. De ses rapports avec le groupe de propagande russe The Internet Research Agency qui aurait facilité l'élection de Trump, jusqu'à dernièrement les fuites de données liées à l'affaire Cambridge Analytica, où 87 millions de personnes se sont fait siphonner leurs données Facebook. Alors le type, il crée un site avec ses potes de dortoir pour classer des filles en fonction de leur physique et il finit par menacer la démocratie occidentale. Ma seule idée de comparer 2 personnes. La première chose dont j'aurai besoin, c'est un max de photos. Malheureusement, Harvard n'héberge pas d'album photo public centralisé. Du coup, je vais devoir récupérer toutes les images sur les sites perso hébergés par les résidences. Que le hacking commence. Alors en voyant la foule qui attendait Zuckerberg de pied ferme, avec notamment le groupe d'activistes Code Pink, qui était facilement reconnaissable avec leurs grosses lunettes sur lesquelles était écrit Stop Spying, ou avec ceux qui avaient écrit au marqueur sur leur t-shirt hashtag delete Facebook, je pensais que ça allait être un bain de sang. Et en fait non. On aurait dit une FAQ menée par un youtubeur trop content d'avoir atteint 1000 abonnés. Ah, d'ailleurs. Et en fait, les questions posées étaient des questions d'utilisation générale de Facebook. How do you sustain a business model in which users don't pay for your service? Senator, we run ads. I see. Certains experts ont tout de suite pointé du doigt l'âge des membres du comité qui effectivement ont posé des questions, qui étaient plutôt des questions d'ordre général sur l'utilisation de Facebook et comment est-ce que je fais pour assurer une sécurité maximum de mon profil. Certes, d'autres, parmi lesquels je me trouve, ont surtout noté que finalement Facebook, à force d'amélioration continue année après année,
avait créé une usine à gaz dans laquelle c'était très compliqué de s'y retrouver, ou en tout cas, la majorité des utilisateurs de Facebook, qui sont plus là pour discuter, être avec leurs potes et rajouter des photos, savent pas trop qu'est-ce qu'il y a derrière le capot et finalement protéger leurs données. Vous avez dû voir plein de vidéos de YouTube, les 5 moments les plus étranges, les 5 questions les plus dérangeantes. Je vous laisse avec le tout venant. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est une question. Elle a été évacuée très rapidement, pourtant je pense qu'elle mérite qu'on s'y arrête un moment. Cette question a été posée par Maria Cantwell, qui est sénateur de l'État de Washington. Do you think that Palantir has ever scraped data from Facebook? Et Zuckerberg répond: Senator, I'm not aware of that. autant la question de Cantwell m'inquiète, autant la réponse de Facebook m'effraie. Parce que Palantir, je sais que la majorité d'entre vous ne la connaissez pas, pourtant Palantir, il va falloir en parler. Et je pense que l'affaire Cambridge Analytica n'est qu'une goutte d'eau dans ce qui est en train de se passer avec nos données Facebook. Alors Palantir, quoi est-ce? Pour les moins geeks d'entre vous, sachez que le nom de l'entreprise explique exactement ce qu'ils font. Palantir, dans le monde du Seigneur des Anneaux de Tolkien, est un globe qui permet de voir ce qu'il se passe à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Et d'ailleurs, le siège social de Palantir s'appelle The Shire, comme l'endroit où vivent les hobbits. Actuellement, Palantir est en 7e position de la liste mondiale des licornes. Donc les licornes, ce sont les entreprises valorisées à plus d'1 milliard de dollars. Donc Palantir est derrière Uber, derrière Airbnb et depuis cette année derrière SpaceX. Et juste devant WeWork. Palantir est la plus grande start-up d'analyse de données, des grosses données, les big data, du monde. D'ailleurs, certains la surnomment Stanford Analytica. Do you agree? Senator, I have not heard that. Ça dit tout. Alors ses clients sont la NSA, le FBI, la CIA, la DGSI et AXA, nom de code en interne Astérix. Si vous ne connaissez pas Palantir, c'est normal. Palantir ne développe pas de produits, Palantir ne vous inonde pas de notifications, Palantir ne parle pas d'elle-même dans la presse ni ailleurs, Palantir n'est pas coté en bourse, Palantir veut voir sans être vu. Cette entreprise a été cofondée par 2 personnes que je ne fréquenterai pas. D'abord, Peter Thiel, l'anti-Musk, et qui d'ailleurs doit les débuts de sa fortune, comme Musk, à la vente de PayPal. Il y a plusieurs choses qu'il faut savoir sur Thiel. D'abord, il a participé activement à la campagne de Trump, et d'ailleurs, il est toujours l'un de ses conseillers. Tonight, I urge all of my fellow Americans to stand up and vote for Donald Trump. Ce mec est comme Kurzweil à la quête de l'immortalité, et pour cela, alors que Kurzweil il est plutôt dans la pilule, Thiel est en train de se faire transfuser régulièrement du sang provenant de jeunes personnes. Alors c'est un protocole, c'est officiel, c'est pas un vampire non plus. Et surtout, Thiel, même s'il a vendu la majorité de ses parts dans Facebook en 2017, Thiel est au board de Facebook. D'où la question de la sénatrice en même temps. Zuckerberg s'excuse d'avoir permis la fuite de données et en même temps, au sein de son propre conseil d'administration, il y a un type qui gagne sa vie en utilisant ces données. Petite anecdote que vous n'avez peut-être pas vu passer. Zuckerberg a oublié ses notes à la fin de sa première audition lundi. Donc audition qui a quand même duré 5 heures. Ces notes prouvent que tout était prévu, que Zuckerberg n'est à aucun moment dans l'émotion, mais n'empêche, il s'est fait surprendre avec cette question sur Palantir. Mais n'oublions pas le second cofondateur de Palantir, Alex Karp. Et même s'il ressemble à un géo du Club Med des années 90, n'en est pas moins le CEO de l'entreprise. Ce personnage, qui est assez secret, reste assez fascinant. Sa vision de Trump, selon une vidéo interne qui avait été récupérée par BuzzFeed il y a quelques mois, n'est pas du tout la même que celle de Thiel. I've had the rare opportunity to meet Trump. Which I turned down. This is off the record, but I don't respect, I respect nothing about the dude. Ce qui est vraiment inquiétant, c'est que même si effectivement Facebook est plus prudent, d'ailleurs cette semaine, ils ont réussi à bloquer une société italienne d'analyse de données marketing qui s'appelle CubeU, qui avait la même pratique que Cambridge Analytica. Maintenant, quand, dans la même vidéo qui avait été récupérée par BuzzFeed, on entend Karp dire ceci de la France. If you just take France, for example, France may be the country where they just like us, as opposed to the US government where they tolerate us because nothing else works. Et là, je pense qu'il y a vraiment matière à s'inquiéter de l'utilisation de nos données sur Facebook. Bon, et là, je m'inquiète surtout
pour les plus naïfs qui mettent toute leur vie sur la plateforme. Maintenant, comment est-ce que concrètement on peut sécuriser davantage nos données Facebook ? Je vous invite à vous rendre à cette adresse, que je mettrai également sous la vidéo si j'y pense, et qui va vous amener directement sur votre compte Facebook et qui va vous permettre d'identifier la liste des apps qui ont l'autorisation d'accéder à votre compte. C'est donc ce que j'ai fait et j'ai donc donné 175 autorisations qui se sont accumulées depuis mon inscription sur Facebook en 2006. La première catégorie d'autorisations sont celles que j'ai données à des applications parce que je suis trop feignant de rentrer un mail et un nouveau mot de passe à chaque fois. Donc j'utilise mon compte Facebook pour y accéder. La seconde catégorie, pour 20%, est la catégorie des applications qui n'existent plus, comme par exemple Beats Music, comme Bunker ou encore comme Viadeo. Voilà, où en étais-je? Ah oui, les autorisations. Il reste les autorisations à des applications ou des sites que je n'utilise jamais, pour 65%. Et c'est encore plus grave parce que 25% de ces 65% sont des sites ou des apps, je ne sais même pas de quoi il s'agit. J'ai eu besoin de Google pour aller voir de quoi il en retournait. Donc prenez 5 minutes dans votre journée et faites le ménage dans vos autorisations, vous allez voir, vous allez sans doute avoir des surprises. À l'occasion du premier anniversaire de WeWork France, j'ai été convié à un petit déjeuner sur le thème « Nouvel espace de travail, quel impact sur la stratégie business ?» faut peut-être un peu remonter aussi dans notre histoire. Ça a été l'occasion pour moi de poser des questions à Charles Nati et à Pierre Hermé, les cofondateurs des pâtisseries Pierre Hermé. Je m'appelle Charles Nati, donc je suis cofondateur de la maison Pierre Hermé Paris. À la question de savoir comment on favorise la création, l'innovation des idées, chez nous c'est consubstantiel à ce que nous sommes. Avec Pierre Hermé, on a créé cette maison sur précisément l'idée de la créativité, de l'innovation, d'essayer de faire quelque chose de différent. C'est un esprit quotidien, c'est quelque chose qu'on essaie de partager avec le plus grand nombre de personnes chez nous, que ce soit aussi bien les gens qui s'occupent de ça, que les pâtissiers, que les gens de marketing, que les gens de terrain aussi. Ça veut dire être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous, à l'écoute de nos clients. Et puis c'est un way of life. Dans notre métier, on a l'habitude de partager les recettes, de partager les savoir-faire, de partager les connaissances en matière d'ingrédients. Et donc c'est quelque chose qui se fait de manière tout à fait naturelle et depuis longtemps. Et on partage à la fois en interne, mais aussi on partage aussi avec des confrères. Parce que finalement c'est ça qui est enrichissant, c'est pas de garder chacun ses petits secrets comme ça se faisait par le passé, c'est au contraire de partager un maximum pour justement échanger et obtenir des bribes d'idées, des points de départ sur telle ou telle technique, telle ou telle technologie, telle ou telle... Et pour moi c'est quelque chose qui est viscéral en fait. C'est un besoin. En fait, le partage, il se fait de différentes façons, notamment par les livres de recettes, et les livres de recettes à la fois grand public et professionnels, et donc qui permettent de partager. Il y a quelques années, nous avions ouvert une école pour les professionnels qui permettait également de partager, d'échanger, de transmettre entre professionnels. D'accord. Et quand vous avez une idée, comment est-ce que vous la mettez en place ? Quand moi j'ai une idée sur un produit, je la mets en forme, sur papier, et ensuite je la partage avec les collaborateurs qui travaillent avec moi sur la recherche et développement. Et à partir de là commence un échange, un travail de recherche aussi pour des ingrédients par rapport à des techniques. Ensuite, il y a des essais qui sont effectués. Là encore, un travail d'échange à partir du vécu lors de la fabrication de ces premiers essais. Et c'est comme ça qu'on avance dans la mise au point d'un produit. D'accord, très bien. Eh bien, merci pour votre temps et bonne journée. Merci. Merci. Continuons avec une remise des prix un peu personnelle, une remise des prix Innovation Weekly. Dans la catégorie Schtroumpf-Grognon est nominé Frédéric Blanqui pour son article publié dans BFF Business. Moi, j'aime pas les startups françaises, ce sont que des losers. Frédéric commence avec Criteo, dont le cours en bourse a chuté de 50% en un an suite à l'annonce d'Apple qu'ils allaient restreindre les cookies. Oh no, stop, Cookie Monster. Why stop? Il continue avec Gyroptique, le pionnier de la caméra 360, qui a mis la clé sous la porte début mars.
Comme quoi, avoir tous les prix de la Terre ne veut pas dire avoir le chiffre d'affaires qui va avec. Il cite ensuite Sigfox, qui est une entreprise spécialisée dans l'Internet des objets et qui a fait parler d'elle à partir de 2015 avec toute une série de levées de fonds, qui aujourd'hui se fait tailler des croupières par un projet concurrent, Laura, qui est issu de la collaboration entre Orange et Bouygues. Alors j'allais conclure sur un truc, ouais, n'importe quoi, d'abord, faut pas être négatif, et puis les entreprises, il y a des hauts, il y a des bas, et puis ils vont savoir se réinventer. Et finalement, j'ai lu l'article jusqu'au bout, et en fait, il explique que très souvent, les entreprises coulent avec leur business model sans avoir trouvé la porte de sortie. Et là, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Apocalypse, deuxième. On vient d'apprendre que pour la première fois depuis la création de l'App Store, le 11 juillet 2008, souvenez-vous, le nombre d'applications présentes sur l'App Store a diminué. Alors d'un côté, c'est plutôt positif, parce que ça veut dire que Apple est en train de faire un ménage sérieux parmi les applications, mais d'un autre, c'est un peu tendu, suite à une étude publiée par AppFigures qui montre que le nombre d'applications proposées à l'App Store a baissé de 29% entre 2017 et 2016. Encore une étude cette semaine, celle de Pew Research, qui montre que 2/3 du contenu partagé sur Twitter par les grands sites d'information est issu de l'automatisation de contenu qui a été publié ailleurs et mis en ligne donc de façon automatique sur Twitter. En fait, c'est exactement ce que je fais personnellement quand je publie quelque chose sur mon blog. Et oui, j'ai un blog et j'ai plus de 40 ans. En fait, ils ne se sont pas trop fatigués pour trouver ce chiffre de 2/3. Ils ont simplement utilisé Botometer qui permet de mesurer le pourcentage de liens automatisés partagés par un compte. Et ce qui prouve surtout que Twitter est en train de devenir un mur de graffiti dans lequel certains vont inscrire leur marque, mais que finalement personne ne regarde. En d'autres mots, on l'utilise pour partager ses infos sans regarder les infos des autres. En très bref, Virgin Galactic a fait un pas de plus vers le lancement de son offre de tourisme spatial avec un essai concluant de Unity, qui est sa nouvelle Spaceship 2. Le prix estimé de la mise en orbite par personne sera de 250 000 $, donc 230 000 €, auquel il faudra rajouter 9 millions d'euros si vous souhaitez passer 12 jours à bord d'Aurora, la station spatiale hôtel, dont le développement devrait se lancer d'ici l'année prochaine. Vous pouvez dès à présent laisser un acompte de 65 000 € pour être sûr d'avoir votre chambre, et No One is an Event vous offre 10% sur ce prix avec le code EBENVOYON. Toujours à WeWork, j'ai eu l'opportunité de rencontrer la DG de WeWork France, Audrey Barbier-Lidvac, qui a répondu à quelques-unes de mes questions. Merci Audrey de me recevoir à WeWork Colisée, dans le 8e. Donc ma première question est comment est-ce que vous facilitez l'innovation, la rencontre, le partage d'idées parmi vos membres, vos WeWorkers? Tout est mis en œuvre chez WeWork pour faciliter les rencontres, pour faire grandir les entrepreneurs, les créateurs, pour faire émerger les idées, l'innovation. C'est ce qu'on a mis au cœur de notre système. On n'est pas seulement un espace de travail partagé où vous venez mettre votre ordinateur et passer quelques heures. Le design déjà, il a été conçu pour ça. Les cloisons sont vitrées, les espaces communs de partage sont à tous les étages. Vous avez accès à l'eau, le thé, le café, la bière à partir de 17 h pour créer ces rencontres. On a aussi une équipe communauté qui ne sont pas des gestionnaires d'immeubles mais des gestionnaires de membres qui vont être là pour vous accompagner, vous faire rencontrer les bonnes personnes qui vont faire la différence dans votre business. Ça va être aussi les événements qu'on organise pour que nos membres se rencontrent, mais aussi pour que nos membres puissent parler de leurs expertises aux autres membres, aussi à des personnes extérieures. Donc vraiment tout est mis en œuvre chez WeWork pour que la communauté soit au cœur du système. Donc par exemple, qu'est-ce qui s'est passé ce matin ? Donc, ce matin, on était en conférence de presse pour annoncer les 1 an de l'arrivée de WeWork en France. On a mis les uns à côté des autres des membres très différents pour que la presse puisse voir la palette de membres qu'on accueille chez WeWork. On a tendance à penser que ça va être des indépendants et des start-upers. Pas du tout. Ce matin, vous avez vu Thales, qui est un énorme groupe et qui a mis sa Digital Factory
dans nos locaux à Lafayette. Vous avez vu Pierre Hermé, qui est ce chef pâtissier incroyable qui nous avait aussi régalé de ses macarons et qui a mis ses équipes marketing et communication. Vous avez vu Delight qui s'occupe de la data et du spectacle avec des tailles somme toute très différentes. Delight ils sont 8, Pierre Hermé ils sont 10, Thales ils sont venus à 150 sur un groupe qui comprend des centaines de milliers de personnes. Donc vous voyez l'étendue et la palette des différents membres et qui composent la communauté de WeWork. Merci beaucoup Audrey. Avec plaisir, merci beaucoup. Avant d'aller reprendre ma partie de Twister, il me reste à vous remercier d'être resté jusqu'ici et jusque-là. Et de nouveau, n'hésitez pas à